mes meilleurs souvenirs aussi, c'est les 2 premières semaines. C'est là que j'ai fait plein de trucs différents, que j'ai tout découvert d'un coup. J'ai pris un shot de vie en 2 semaines, là, exceptionnel. Je sais pas encore qui je suis. Je sais mieux qui je suis qu'il y a 3 ou 4 ans, logiquement. Mais je peux pas encore te dire qui je suis en 5-6 mois. Salut à toutes et à tous, je suis Nathan Frécon et je vous souhaite la bienvenue sur Itinéraire. Itinéraire, c'est le podcast qui donne la parole à la vie. Itinéraire, à chaque épisode, c'est un shot d'inspiration, c'est un shot de discussion profonde. On donne la parole au parcours de vie qui nous inspire et aux belles histoires qui nous font du bien. Pour cet épisode sur Itinéraire, on a discuté avec Benoît Fellman. Benoît, c'est un ami que j'ai rencontré en Suède. Avec Benoît, on évoque en toute simplicité, en toute sincérité, nos parcours de vie de jeunes adultes quelque part. On discute de nos études à l'étranger, lui en Finlande, moi en Suède. On parle de nos études actuelles et de ce qu'on fait actuellement. Benoît, un grand fan de littérature, explique comment il est en train d'écrire son propre livre. Moi, j'ai adoré l'échange avec Benoît, ça a été plein d'inspiration, ça a été plein de propos qui m'ont fait un peu réfléchir. J'espère qu'il te plaira autant qu'il m'a plu. Si l'épisode t'a plu, ce que je t'invite à faire après ton écoute, c'est de soutenir le podcast avec un like, un commentaire ou un partage. Je te laisse sur ça et je te souhaite une très bonne écoute. Bon, sur ce, on commence. Voilà, sur cette blague, on commence. Benoît, on s'est rencontrés quand et où? Alors, Nathan, on s'est rencontrés en Suède. Et je fais déjà une petite aparté alors qu'on a démarré qu'il y a quelques secondes, bravo à moi. Mais l'une des meilleures semaines, je pense, de ma vie, en fait. Franchement, c'était une semaine de fou. On s'est rencontrés en Suède au moment où tu étais en Erasmus. Ouais. Et où je suis venu pour voir PL et Zizou, qui sont des amis très chers, qui étaient en Suède avec toi à ce moment-là, pour leur année d'Erasmus aussi. Yes, Zizou Zinedine, PL Pierre-Louis. Exactement. Et t'étais venu avec Hugo. J'étais venu avec Hugo. Et au final, vous connaissiez, logique. Mais nous, on se connaissait pas ni avec Hugo ni avec toi. Et on est là aujourd'hui avec Hugo. Je pense que Hugo sera là à un moment. Enfin, pas là, parce que là, on est chez toi à Paris. Mais il sera un moment sur le podcast. C'est très intéressant, effectivement. Et grosse amitié, en fait. Grosse amitié. Ouais. Moi, je suis assez marqué par ce genre d'amitié. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que, spoiler, c'est la 4e fois qu'on se voit. Sachant que la dernière fois qu'on se voit, c'est dans le train et on savait pas qu'on prenait le même train et on s'est retrouvés dans le même wagon. 18 wagons. Hein. Une chance sur 18 de se retrouver dans le même. Et les wagons, c'est grand en plus. Mais j'adore je les trouve super spéciales, ces amitiés. Enfin, elles me questionnent beaucoup. Voilà, c'est la 4e fois qu'on se voit. On enlève la dernière fois, ça fait 3 fois qu'on se voit. Pourtant, on est là tous les deux à tourner le podcast en mode amis. En fait, c'est peut-être pas vrai. On est peut-être en train de mentir. Ça se trouve, on ment à tout le monde, on est des super acteurs et on se déteste avec Nathan. Et dès qu'on va refermer, je vais lui dire, bon, allez, casse-toi maintenant. Non, mais moi, c'est un truc que, en plus, j'ai beaucoup. Genre des gens que j'ai pas vus. Ouais. T'as ça, toi, aussi, de ces Erasmus ou... Des Erasmus, oui. J'allais te dire des amis un peu comme toi, que j'ai pas vus régulièrement, mais avec qui je me sens bien de parler et puis de parler de plein de choses. Je pense qu'il n'y en a pas énormément, mais par contre, des amitiés Erasmus de personnes du coup que j'ai vues de façon très intense pendant un court laps de temps et ensuite plus du tout. Oui, ça il y en a beaucoup et c'est des gens que je sais que je peux revoir demain avec la même énergie sans que ce soit gênant ou quoi que ce soit. Ça je pense que c'est l'Erasmus, ça le fait à beaucoup de gens ça. Mais ouais. Et ça, c'est vraiment un truc qui me surprend de ouf aussi. Enfin, sur ces mots, je pense... donc nous avec Zinedine, donc, qui était ton pote que tu venais voir, avec Charles qui a fait un des premiers épisodes de Discus Amis, avec qui j'ai vécu en Suède. On a un ami Yaf au Mexique, et ça c'est pareil. Genre, Yaf vient ici demain, on serait vraiment directement comme si on était en Suède, alors que ça commence à faire quelques années, et que
il y a un océan entre nous et tout, mais on retrouverait tout d'un coup, quoi. Et ça, Ouais. c'est troublant, je trouve. Ah, c'est sûr, mais je pense par rapport à ce que tu dis, moi c'est pareil avec que ce soit mes potes espagnols, de Hongrie, d'Irlande ou d'Angleterre. Je pense aussi peut-être que tu associes, au-delà d'avoir rencontré des gens, tu les as aussi rencontrés dans un cadre très spécifique qu'est l'Erasmus et qui est vraiment concrètement une aventure quand même très particulière. Et le fait, en tout cas pour moi, d'associer ces gens à cette aventure, ça fait que si je les revois, je vais avoir un petit peu l'impression de retourner dans l'aventure. Mhm. Le temps que je vais passer avec eux. Et je pense que c'est aussi pour ça que d'un côté, c'est très facile de reprendre contact avec ces gens dans le sens où on a partagé un truc de fou ensemble, tu vois. Ouais. Et du coup, on est lié obligatoirement par ça. Et vu qu'on a d'un côté et de l'autre énormément aimé cette expérience, euh, ça rend la tâche beaucoup plus facile, etc. que là si je rencontrais quelqu'un à Paris, quoi. Parce que il y a moins de... c'est le spoiler alerte sur Paris, mais pour rester un peu flou, que ce soit Paris ou Lyon, la France, c'est pas l'Erasmus. Donc c'est différent, c'est moins intense, voilà. Et du coup, quand je rencontre des gens en Mhm. France, il y a moins cette intensité-là, il y a moins cette impression d'aventure. T'as ce mot-là, intense, moi j'avais sensationnel en tête. Ouais. C'est-à-dire, il y a un truc, ouais, c'est moins sensationnel, c'est moins grandiose, c'est moins haut, et ça fait que les liens sont moins forts, et en même temps, moi, les gens enfin, que j'ai rencontrés cette année en master, j'ai Mhm. retrouvé un peu ce truc d'Erasmus. D'accord. Je dirais fraternité, de Oui. très très fort, et enfin, on s'aime, on vit, enfin, on vit pas ensemble comme on vivait en Erasmus, là, avec ces gens-là à Lyon, mais enfin, on est ouais, assez soudés, et puis Ouais, je comprends. on adore se voir, etc. Mm. Ah ça c'est super. Ça pour le coup j'aimerais bien l'expérimenter parce qu'il y a certainement d'autres facteurs qui font que en dehors de l'expérience Erasmus qui font Mm. que tu peux ressentir ça. Mais après oui c'est sûr. Je pense que ça dépend des gens de sur qui tu tombes Ouais. effectivement. Euh, Itinéraire. Itinéraire, donc c'est le nom du podcast, tu n'es Ouais, pas sans le savoir. je ne suis pas sans le savoir. Qu'est-ce que ça t'évoque, ce mot itinéraire? Alors moi je suis un peu spoilé étant donné que j'ai écouté ton premier épisode, mais si je devais essayer de répondre que avec moi ce que j'en pense, moi je vois une image. Je vais être plus précis, hein, parce que voilà, le gars est prof de français, voilà, je vois une image, point. Mais en fait, ça me fait penser à ce que j'ai entendu dire par beaucoup de profs dans ma scolarité, l'idée de... j'avais un prof qui m'a marqué, qui avait dit, le jour où c'était la fin des cours, c'était en seconde, c'était la fin des cours, la dernière fois qu'il nous voyait, donc c'était un peu bon vent, tout ça. Mais il nous avait dit, vous verrez, ça paraît tout bête comme phrase, mais il nous avait dit, vous verrez, il y en a certains, le chemin, ça ira tout droit, et il y en a d'autres, ce sera sinueux, comme ça. Et il nous avait juste laissé un peu là-dessus. Et moi, du coup, j'avais gardé cette image des deux chemins de terre que j'imagine passer entre des montagnes. Et puis, tu as des chemins, effectivement, où la personne se trompe rarement, ou atteint les chemins qu'il ou elle veut atteindre rapidement, ou en tout cas sans encombre, tu vois. Et puis, t'en as d'autres où ça fait ça, quoi. C'est sinueux. Et je pense que ça me fait penser à ça. L'itinéraire, pour moi, c'est un chemin. Euh, J'avance sur mon chemin. Faut pas avoir peur de prendre des détours. C'est très illustré. Là, quand t'as dit chemin de terre en montagne, T'étais dans le truc? ouais, j'étais chemin de Ouais. terre en montagne. Je t'avais dit que je donnerais plus de détails. J'ai pas menti. Qui es-tu? Cette fameuse question que j'adore poser. Je pense que pour essayer de répondre à ta question de la façon la plus correcte vis-à-vis de ce que t'attends, Moi, j'attends rien. vis-à-vis de ce que tu n'attends pas plutôt du coup, euh, je sais pas encore qui je suis. Je sais mieux qui je suis qu'il y a 3 ou 4 ans, logiquement, mais je peux pas encore te dire qui je suis en 5-6 mots. À part une présentation un peu bidon et juste te rappeler ce que je fais comme étude, mais ça de toute façon, déjà tu veux pas que je le dise et puis de toute façon on y viendra après, donc ça n'a aucune plus-value, mais c'est
trop compliqué actuellement pour moi de réussir à me présenter en 2 ou 3 phrases et à vraiment faire saisir à toi et puis peut-être aux gens qui nous écoutent qui je suis. Tout simplement parce qu'il y a des parties de moi que je ne connais pas encore, que probablement je sous-exploite, que je n'écoute pas encore assez. Voilà. Donc qui suis-je à l'instant T? Je suis un étudiant à Paris qui aime... J'aime trop de trucs. Si je dois choisir, ok. Qui aime écrire, créer des histoires, ça se rejoint, mais voilà. Le cinéma, c'est très bidon, mais réellement passer du temps avec mes amis, je pense que c'est mon activité la préférée au monde, parce que je suis super bien entouré et que j'ai énormément de chance là-dessus. Avec ma famille aussi, c'est pareil. J'ai de la chance d'avoir vraiment une super famille au sens large, et pas que au sens proche. Donc qui suis-je? Bah ouais, pour l'instant, je pense que je suis un étudiant qui est assez comblé en règle générale dans ma vie. J'ai beaucoup de chance. Il y a des choses que je vais améliorer, bien sûr, comme tout le monde. Et je me satisfais pas toujours de ce que j'ai, mais j'aime me rappeler de temps en temps que quand même, j'ai beaucoup de chance d'être là où j'en suis. Je trouve ça hyper humble de pas répondre à la question. Je ne peux pas. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Non, je trouve ça hyper humble. Premièrement, de toi vis-à-vis de toi, au final. De dire, bah, ouais, ok, aujourd'hui, je sais pas qui je suis. La question, elle est trop grosse, ou elle est trop quelque chose pour répondre. Et je trouve que ça laisse énormément de possibles exister. Pour moi, c'est tout l'intérêt aussi d'accepter le fait que bah, c'est ok, tu sais pas encore qui t'es, mais en fait, qui sait vraiment qui il est à 22 ans aussi. Benoît, t'as 22 ans. Ouais. Ça, tu vois, c'est un truc que tu m'as dit tout à l'heure, j'en avais aucune idée. Ah ouais? Ouais. J'avais aucune idée de. Enfin, je savais que t'avais à peu près genre 20-25 ans, disons. Mais je savais pas si t'avais. Ouais, bref, exactement. T'as 22 ans, quel conseil est-ce que tu voudrais donner ou quelle chose tu voudrais dire au toi de 18 ans, au toi plus jeune, ça peut être 15, ça peut être 16, ça peut être 12. Si là, il rentre dans la pièce et qu'il dit salut, tu peux me dire quoi pour le futur? Ok, alors là, on va partir sur un truc assez deep qui parlera peut-être pas à tout le monde et qui peut paraître grandiloquent dit comme ça. Mais moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué et ça date, c'est là que je vais pouvoir parler de l'affiche. Yes! Mais avant de parler de l'affiche, je la mettrai en lien à la fin. Je vais parler d'une autre œuvre que tu connais peut-être pas. C'est un manga, c'est un animé. Je pensais pas qu'un animé me ferait ça. Si on m'avait dit ça il y a 3-4 ans, j'aurais dit non. Et pourtant, bah si. Je l'ai découvert en Finlande l'année dernière. L'animé en question, c'est Vinland Saga. Ok. Tu connais pas Non. Vinland Saga? Je connais pas du tout le monde des animés. Ok. Il se trouve que c'est le genre d'animé qui pourrait très bien être une série avec des vraies personnes. C'est pas un truc D'accord. aussi extravagant, on va dire, que Dragon Ball ou des choses Ouais, comme ça. pas tant fantastique. Oui, voilà. Bon, pour faire le pitch de façon très très courte, ça se passe au temps des Vikings. C'est un petit qui perd son père, qui se fait tuer par un chef de clan. Et le petit rejoint le clan du tueur de son père pour qu'il puisse à terme devenir un guerrier et être capable de se venger. Ok. C'est ça le début de l'histoire. Mhm. Je vais pas spoiler la suite parce que peut-être qu'il y a des gens qui veulent regarder, qui nous écoutent. J'ai entendu l'autre jour, en français, spoiler, ça se dit divulgacher. Je ne vais pas divulgacher. Au cas où il y a des gens qui nous écoutent qui vont peut-être vouloir commencer cet animé, mais malheureusement, je vais être obligé de donner un gros indice sur la suite. Mais c'est une phrase que dit son père à ce petit, Ok. que le petit ne comprend que bien après. Dans l'animé, il lui dit cette phrase qui a littéralement changé Internet aussi, hein, attention. C'est tout con comme phrase, ça tient en 4 ou 5 mots, si on compte l'apostrophe. Tu n'as pas d'ennemi, point. Et la première fois que j'ai lu ça, ça doit être, il lui dit ça à épisode 3, tu vois, donc tu te dis, ok, ouais,
En fait, ça a cherché dans ma tête, on va dire. J'ai regardé un peu la suite de l'animé et tout. Et je me suis rendu compte de la puissance de cette phrase. Et je pense que c'est ça que j'aurais envie de dire à mon moi qui a 16 ans, qui a 18 ans. Quand je veux dire... enfin, moi, c'est de la façon dans laquelle je l'entends. Quand je dis « j'ai pas d'ennemis », ça veut pas dire que personne ne me fera jamais de mal. Parce que ça, de toute façon, j'ai aucune prise dessus. Peut-être qu'un jour, ça peut être de quelqu'un qui me vole mon goûter à quelqu'un qui va peut-être, je dis n'importe quoi, tuer mes parents, tu vois, je te dis n'importe quoi. Donc peut-être que j'aurais pas le même discours à ce moment-là, même si j'aimerais l'avoir, parce que la réalité indéniable, c'est que c'est moi qui choisis si ces gens-là, malgré ce qu'ils font, sont mes ennemis ou pas. C'est moi qui choisis si je veux les voir comme ça. Et je suis pas non plus en train de te dire que le gars qui va tuer ma mère, je vais lui dire salut gros, comment ça va? Non, ça n'arrivera jamais de la vie bien sûr. Mais c'est toi qui décides d'attiser la haine au fond de toi ou pas. Et sans rentrer trop plus forcément dans les détails, ça m'est arrivé de tenir certaines personnes responsables de la façon dont je me sentais par rapport à certaines expériences. Une fois que tu réalises que en fait si tu es honnête avec toi-même, c'est toi et toi seul qui réagis face à ce que tu vis et qui te fait endurer parfois des souffrances qui peuvent s'arrêter. Des fois, tu en as besoin, forcément, c'est un processus de guérison. Mais c'est pas... enfin, il faut pas aller au-delà du nécessaire, quoi. Et cette phrase m'a fait... je me perds un peu dans ce que je dis, mais m'a fait réaliser à quel point je suis maître de mes émotions. Et à quel point c'est à moi de choisir comment j'ai envie de vivre. Et même s'il m'arrive des choses terribles, à la fin, tu es seul face à la vérité de c'est à toi de te démerder. Comment t'as, je sais pas combien de temps qu'il te reste à vivre sur Terre. Comment est-ce que tu veux vivre ce temps? Depuis que j'ai pris conscience de cette phrase, de son sens, je n'ai pas souvenir d'avoir été en colère contre quelqu'un depuis. Donc je sais pas comment expliquer, mais c'est comme si j'avais trouvé un game changer dans ma tête. Ça me parle. Qui me faisait comprendre que, comme tu dis, dans chaque situation, il y a quelque chose à comprendre, que ce soit que tu considères ça comme acceptable ou pas. Les gens, ils agissent et communiquent d'une certaine façon pour des raisons. Parfois, c'est pas excusable. Et pour autant, on en revient à la même problématique. C'est toi qui décides de ta façon de réagir aux événements. Donc, au toi de 18 ans ou du moins plus jeune, tu lui dis tu n'as pas d'ennemis. Ouais, je lui dis ça. Et c'est quoi le chemin que tu as fait depuis cet âge-là? L'année de mes 18 ans, j'étais comme toi, Nathan, à l'IAE. Alors, moi, j'étais pas à l'IAE. Tu n'étais pas à l'IAE en première année? Bon, tu y étais après, mais la première année, bon voilà, il m'emmerde pas. Donc j'étais à l'IAE, qui est grosso modo une licence de gestion, pour ceux qui ne connaissent pas. J'ai décidé de changer au bout de 6 mois, parce que ça ne me plaisait pas, on y reviendra. L'année suivante, donc c'était l'année du Covid, je suis entré en licence d'information communication. Et ensuite, la meilleure année, je suis parti en Erasmus, en 3e année, à l'université d'Helsinki, où j'ai rencontré du beau monde, et où j'ai notamment découvert une thématique, une matière qui me plaisait, qui m'a beaucoup plu, qui me plaît encore, chose que je n'avais jamais découvert avant. Je suis allé que ce soit à l'IAE ou en licence de communication, j'y suis allé assez par hasard. J'ai découvert donc la science politique à Helsinki, et ça j'ai beaucoup aimé. Et ça nous amène à cette année où je suis à Paris, en Master 1 en politique culturelle. Donc, après le bac, tu rentres à l'IAE, comme tu as dit. Moi, j'étais pas là parce que j'étais en BTS 2 à l'époque et je suis rentré directement en L2. Sinon, ça serait peut-être connu avant que tu viennes visiter tes amis en Suède. Tu rentres en licence 1, donc en sciences de gestion générale, grosso modo, et tu arrêtes au bout de 6 mois. Tu vois, ça, je l'apprends aujourd'hui parce que je pensais que tu avais fait l'année complète. Eh bien non, parce que je suis parti du coup en même temps que Hugo et en même temps que Lisa aussi. Ok.
Et avec Lisa, on est partis ensemble en Allemagne. En fait, on avait un projet de partir sur du coup, le deuxième semestre à l'étranger pour améliorer l'allemand, améliorer l'anglais. La vérité, c'est qu'on a pu partir en Allemagne 2 semaines parce qu'après, on a été confinés. Donc, on a été rapatriés d'urgence. Mais c'était ça le plan au départ. D'accord. Je n'ai jamais fini l'année. Et qu'est-ce qui fait dans ces premiers mois en plus, enfin, c'est les premiers mois de l'université, il y a plein de choses qui se passent. Qu'est-ce qui fait que tu arrêtes? Qu'est-ce qui se passe en toi en mode, je comprends que c'est pas ça. Si je suis allé à l'IAE, je pense que c'était pour 2 raisons. Première raison, j'aimais bien quand j'étais à l'école, parce que je viens d'un bac ES, économique social, et la SES, moi j'aimais beaucoup ça, parce qu'en fait on avait un bon prof et tout, il y avait des parties que j'aimais moins, mais quand même globalement c'était vraiment une matière que j'appréciais. Et du coup je me suis dit, bah c'est cool et tout, pourquoi ne pas faire quelque chose là-dedans? Et en parallèle, j'allais dire c'était l'époque, peut-être que c'est toujours le cas, mais où c'est la mode de partir en commerce, tu vois. C'est là où il y a du boulot et du machin. Du coup, moi, j'ai 17 ans, je me pose pas la question, quoi. Je fais comme les copains ils veulent faire, et du coup, je demande l'IAE. Je me dis, bah, si ça ressemble à ce qu'on a en cours d'SES, ça va être intéressant. Et je me pose pas plus de questions. Et il s'est trouvé que ça n'était pas du tout comme mes cours d'SES. Ça te fait quoi de te rendre compte à cet âge-là que c'est non, justement? Tu le vis comment? Est-ce que tu le vis comme un échec dans le grand imaginaire de la poursuite post-bac? Il faut faire ça, 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 ça pour arriver là. Ça n'a pas été dur, parce que déjà, j'étais pas le seul. Franchement, ce qui a beaucoup aidé, c'est que sur le groupe, tu regardes, en fait, il y a Lisa qui est partie, il y a Hugo qui est parti, il y a Mélanie qui est partie. Donc en fait, on était 4. Et peut-être même que j'en oublie là, tout de suite. Ça se trouve, il y en a qui sont là, ouais, moi, tu m'as oublié. Oui, désolé, je t'ai oublié, voilà. Mais en tout cas, j'étais loin d'être le seul à partir, donc, et même Pierre-Louis a failli partir. Je me rappelle d'un cours ça lui parlera, c'est quand il écoutera ça, un cours de droit civil, 2e cours de droit civil. Je ne comprends rien à ce qu'elle dit, d'accord? Tu me mets du chinois à la place, mais c'est premier degré, ce que je te dis, c'est pareil. C'est-à-dire que pour moi, ces mots ne forment pas des phrases. C'est une suite de mots qui n'a aucun sens, tu vois. Et en fait, on est comme ça, et avec PL, on regarde comme ça. Je dis, putain, mais qu'est-ce qu'on fout là, tu vois. Et genre, on commence vraiment à se le dire premier degré, tu vois. Moi, entre-temps, Hugo, il s'est barré. Lisa, elle me dit qu'elle va se barrer. Et moi, je me dis, vas-y, c'est bon, quoi. Du coup, ça m'a aidé, le fait qu'il y ait d'autres personnes qui s'en aillent. Après, les perspectives d'aller à l'étranger, en plus, moi, ça me faisait plaisir. Et puis, tu vois, c'était pas comme si je m'en allais et que je savais que j'allais rien faire pendant 6 mois, quoi. Il y avait des plans prévus. Donc moi j'étais tout excité de ces plans, tu vois, j'avais envie de vivre quelque chose de différent. Et pour moi c'était super aussi parce que je pouvais continuer à profiter de mes copains sans avoir vraiment la contrainte de la fac. C'était aussi assez appréciable. Ça n'a pas été vu forcément de cet œil par ma famille, enfin en tout cas par une partie de ma famille, mais au final mon choix a été accepté parce que les gens m'ont dit après, franchement, on ne te voyait pas là-dedans, tu vois. On ne disait rien quand tu disais que tu voulais aller là-bas, parce que voilà, mais en vrai, on ne te voyait pas là-dedans. Donc personne n'était... Ma mère a été la première à me dire je suis pas étonné que tu t'en ailles, tu vois. C'est pas... Et ta mère, pour autant, elle t'avait pas orienté un peu, genre à t'ouvrir les yeux peut-être avant, à te questionner en te disant tiens, tu veux vraiment faire ça? Bah peut-être qu'elle m'a dit ça, mais... Que t'as pas entendu peut-être? Alors, peut-être que j'ai pas entendu. Et puis, je pense qu'elle tâtait, tu vois, elle tâtait le terrain. Et puis, je pense que j'étais sûr à ce moment-là. Parce que je me disais, dans ma tête, l'IAE, ça allait être bien. On savait que c'était une bonne fac. Moi, j'avais l'idée que ça allait être pareil que mes cours d'économie. Et comme j'aimais bien les cours d'économie, bah, mes parents, logiquement, se remettaient pas forcément en question mon choix, au final. C'est moi qui ai découvert qu'il y avait un gouffre entre juste, peut-être, j'ai eu un prof intéressant qui nous a sélectionné des choses intéressantes. En plus, il y avait aussi de la sociologie, tu vois, enfin, plein de trucs qui... Bon, maintenant, j'en ai bouffé de la socio, j'en peux plus, mais en tout cas, à l'époque, ça m'intéressait beaucoup, et j'en avais pas du tout à l'IAE. C'était, comme tu as dit, des chiffres, beaucoup plus, voilà, des mathématiques appliquées à la gestion, enfin, des trucs qui en réalité me parlent pas. C'était pour devenir comptable, quoi. C'était pas ce qu'on m'avait dit, mais moi, ça m'intéresse pas du tout. Mais donc, voilà, tout ça pour dire que ça... Les gens n'étaient pas choqués. Alors, il y a eu la question de mais qu'est-ce que tu vas faire? Voilà, mes grands-parents, c'était
C'était la tour Eiffel qui s'effondre, tu vois. C'était mais comment tu vas rebondir, mais comment tu vas machin. Et moi, ça m'a blessé. Toute petite anecdote, je me souviens une soirée, et ça j'avais raconté ça à Lisa parce que ça m'avait, franchement, ça m'avait trop saoulé. Un soir où je mangeais chez eux et il y avait mon oncle. Mon oncle qui maintenant, en vrai, j'aurais dû écouter plus parce que très sympa, mais mon oncle, il cherche à savoir tout. Tu vois. Il va te dire, mais du coup, pourquoi tu quittes ça? Mais pour faire quoi après? Mais qu'est-ce que ça va t'apporter? Mais quelle est la finalité? Tu vois, il est comme ça et il te pousse dans tes retranchements, à te confronter toi-même aux choses dont tu ne t'es pas encore occupé, tu vois. Et à ce moment-là, c'était très chiant parce que moi, je savais que je voulais partir, mais je savais pas encore ce que j'allais faire l'année prochaine et tout. J'avais une vision court terme à ce moment-là, tu vois. Je savais une chose, c'est que je voulais me barrer, que j'étais pas bien dans mon endroit, que voilà. Et ça a un peu enflammé la discussion. J'avais mes cousines qui étaient là, qui sont un peu comme mes sœurs au passage que je connais très bien, qui étaient là en mode papa, doucement, machin et tout. Enfin voilà, elles commençaient à ressentir un peu de la peine pour moi, quoi. Et mes grands-parents qui en rajoutent une couche à dire mais qu'est-ce que tu vas faire l'année prochaine? Et en fait, j'ai réalisé au fil de la discussion, même si je comprends maintenant bien sûr que c'est de l'inquiétude, que c'est la famille et tout, que sur le coup je me suis dit mais en fait ils croient pas en moi. Ils pensent que si je m'en vais, je vais pas je vais devenir une merde, mais tu vois ce truc de c'est ça ma sécurité, c'est ça qui fait que j'ai en fait de la valeur pour la suite. C'est le fait que je me sécure là-dedans. Et déjà, moi, cette réalité, ça m'allait pas du tout parce que je trouvais ça super triste. Et en plus de ça, j'étais en colère contre eux. Donc, le soir, je suis reparti avec plusieurs crêpes. Ma grand-mère qui me les tend et qui me dit n'y pense plus. Allez, tu vas voir si j'y ai pas pensé. Quand je suis arrivé chez moi, j'étais tellement vénère que j'ai jeté, je me rappelle, j'étais dans la rue à Écully et j'ai jeté le sac de crêpes chez le voisin. Parce que j'avais envie, tu sais, c'est comme t'es en colère, t'as envie de taper contre quelque chose. J'allais pas taper contre le mur de briques à côté parce que ça aurait été con, mais par contre j'avais un truc à portée de main. Bah alors putain, j'ai fait des tours comme ça avec le sachet en plastique et je l'ai lancé, mec, mais putain, il est parti dans les nuages, il est toujours pas retombé. Hein. C'est super intéressant de mettre cette fin d'anecdote en perspective de ce que tu disais tout à l'heure sur la colère. Tout à l'heure, t'es comme ça fait 1 an que j'ai pas ressenti de colère, et tu racontes ça. Et moi, ça me fait penser à des choses chez moi où tout à l'heure, je dis tout va bien, enfin un peu le même speech. Et quand t'as raconté le truc du sac, là, quand tu racontes le truc du sac, je me souviens, mais vraiment physiquement, la mémoire musculaire de gestes de colère que j'ai fait. Ouais. Je me souviens de... Pour le coup, c'était beaucoup en cuisine. En fait, voilà, on était tellement sous pression en cuisine, c'était tellement compliqué, c'était tellement violent, c'était tellement à 2 doigts de déborder en permanence que ça débordait en permanence, enfin tout le temps. Et là, imaginer le sac qui vole, je me souviens de ce genre de gestes, mais je les vois comme atroces, ces gestes, parce qu'ils sont l'expression de quelque chose qui va pas du tout à l'intérieur. Bien sûr. Pour pouvoir avoir comme ça le poing fermé et d'en être à expulser quelque chose, tu vois, le mot il est fort aussi, expulser comme ça, c'est qu'il y a un truc qui va pas à l'intérieur. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur peut-être pourrait réfléchir à ça. Je viens de dire expulser, il y a quelque chose qui va pas à l'intérieur, je me suis dit, il y a peut-être un truc. Gérald, c'est pour toi. Ce sera peut-être plus lui à la diffusion du podcast, mais bon, peut-être que si. Ah putain. Ok, donc t'as un sacré période, mais chemin faisant, tu avances quand même. Plein de petites choses. On va faire un giga gap. Oui. On arrive à la Finlande. Donc tu pars en Erasmus dans ta L3, donc juste pour remettre en contexte, tu fais cette première année que tu termines pas, après tu reprends en L1. Je reprends en L1 à Lyon 2, je fais ma 2e année à Lyon 2, et la 3e année, je la passe en Finlande. Et je vais te poser cette question outrageusement trop large sur l'Erasmus. Je la pose parce que dans le 2e épisode de Discute Sammy qu'on fait avec Charles, avec qui j'ai fait l'Erasmus en Suède, on parle de cette vie-là, de cette époque, de tous nos souvenirs pendant 45 minutes, d'une manière assez brouillonne, mais toutefois pleine d'anecdotes, pleine de messages, pleine de valeurs. Donc en souvenir de cet épisode hasardeux, quel souvenir tu as de l'Erasmus? Mon Dieu, c'est tellement dur. Oh là là. Déjà, je tiens à dire que 99% de mes souvenirs sont positifs. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Les souvenirs que j'ai de l'Erasmus, je pense que celui que j'ai le plus, au final, c'est ma coloc. Un peu moche, sans fenêtre dans la cuisine, mais avec des gars avec qui je me suis super bien entendu, qui sont maintenant tous mes frérots, avec qui j'ai beaucoup voyagé.
en Lettonie, en Estonie, en Laponie, en Norvège aussi. Des gars sur ski, je peux compter. Et puis il y avait pas que des gars, mais en tout cas c'était avec eux que je vivais. Donc je me souviens surtout de cette coloc et du bâtiment. Je me souviens des soirées, mon Dieu, les soirées, il y en a eu quand même beaucoup. Oh là là. On avait un Old Irish Pub. Peut-être tu vois l'ambiance ou pas. Ouais, voilà. Et c'était là que les Erasmus se retrouvaient parce que c'était la seule boîte du centre où l'entrée était gratuite. Ok. Et à l'étage. En bon Erasmus. Oui, exactement. On profitait des choses gratuites. Exactement. Et c'était un mix très étrange parce que, en gros, tu arrives dans le bar et tu as le rez-de-chaussée où il y a une énorme télé qui passe les matchs de foot et de rugby, enfin vraiment un truc classique avec 2-3 tables et chaises en coussin, machin. Et puis tu montes à l'étage, et à l'étage il y a la piste de danse avec le DJ, machin, et d'autres tables où s'asseoir. Et du coup, les soirs de week-end, globalement, et puis même toute la semaine. Même les soirs de la semaine qui n'existaient pas. Même les soirs de la semaine qui n'étaient pas des soirs, voilà. Tu as un mix très étrange entre beaucoup d'Erasmus qui sont sur la piste et des mecs chelous de 40-50 balais qui s'assoient sur les tables à côté, qui parfois viennent pour voir s'il y a de la meuf, enfin vraiment des mecs bizarres, tu vois. Et du coup, t'avais ce mix constamment. Le bar, il pue, mais tu t'en rends pas compte parce que quand il va, tu sors d'un before qui a duré 4 heures, tu t'es mis 8 verres dans le pif, donc tu sais plus en fait. Tu marches même pas droit quand t'arrives à la boîte, mais en fait, tu rentres quand même parce que les videurs ils savent, et puis voilà. Donc il y a ça, beaucoup. Il y a les voyages aussi, bien sûr. Mais les voyages, je peux pas trop en parler parce que sinon ça va durer 15 ans et demi. Et puis je vais me mettre à parler des miens, simplement la Laponie et le nord de la Norvège. Et ça durerait 15 ans et demi aussi pour moi. Ouais. Donc voilà, rendu en 2054. Mais je te jure, c'est ça vraiment. Mais il y avait aussi, là où on est allé souvent, il y avait un parc national juste au nord de Helsinki, accessible en bus. Okay. Et on y allait plusieurs fois et à chaque fois on partait à la journée. Et donc on faisait Donc c'est vraiment le parc comme tu te l'imagines, avec un tout petit peu de relief, mais pas trop, parce que c'est un peu comme la Suède, ouais, un peu le lac que tu as de Västerås. Mais voilà, plein de sapins, des lacs, machin, et puis tu y vas automne-été, hiver, toutes les saisons sont radicalement différentes, mais ont toutes leur charme. Ouais. Tu te poses, il y a un feu de camp laissé où tu peux faire griller tes saucisses quand c'est la pause déj. Tu me renvoies des souvenirs là, où des fois on arrivait, tu dois te souvenir de Björno, l'île au sud, la presqu'île au sud de Västerås. C'est une presqu'île qui est au sud de la ville où moi j'étais en Erasmus, Västerås. Et des fois t'allais là-bas, il faisait froid parce qu'il fait froid. Tu faisais ta petite marche et là tu trouvais un feu de camp qui avait été laissé allumé par la personne qui avait fait un barbecue ou qui s'était juste fait un feu de camp pour le show quelques heures plus tôt. Et tu te dis mais là la vie est incroyable. Là la vie est ouf. Hein. Ah oui, oui. Non, vraiment, et puis c'est fou, enfin je veux dire, c'est probablement la même chose en Suède, mais t'avais ce truc de confiance, tu vois, d'éléments comme ça, comme le feu de camp, laissé à tout le monde, et chacun s'occupe de son truc, chacun est respectueux du lieu, tu vois ce que je veux dire, on fait bien attention à éteindre le feu, parce qu'il y a une forêt autour, donc si jamais ça crame, ça crame, enfin voilà, t'as plein de trucs comme ça, où c'est vraiment basé sur la confiance. Et ça marche hyper bien. Et ça marche hyper bien. Ouais, pour mettre un peu de contexte sur ces feux de camp, je veux dire en Scandinavie, parce que j'imagine que c'est pareil en Norvège, dans les zones naturelles, les parcs naturels, etc., il y a très régulièrement, sur les chemins, au bord des chemins, au bord des sentiers de randonnée, etc., des zones de campement où il y a toute une installation déjà pour camper, souvent avec une cabane en bois où tu peux mettre, c'était le cas en Suède pour le coup, une cabane en bois où tu peux mettre un matelas de sol, un sac de couchage et être à l'abri du vent, à l'abri de la pluie, et puis un endroit pour le feu de camp, et puis en Suède pour le coup, au moins, une recharge de bois en fait. Oui, t'avais pas besoin de partir couper ton bois, chercher ton bois pas sec dans la forêt, mais t'avais vraiment une recharge de bois. Et ça, vraiment de partout en Suède. Et ça me fait penser à un épisode qu'on a fait avec Hugo Paul, qui est spécialiste des questions de communauté.
où il est parti, lui, s'immerger en Laponie, dans le peuple Sami, donc le peuple autochtone Ouais. du nord de la Scandinavie qui recouvre une partie de la Norvège, de la Suède Et de la Finlande. et de la Finlande, et je crois un peu de la Russie. La Russie, ah oui, pour le coup. oui, peut-être oui. Et il parle, Hugo, lui qui est spécialiste des questions de communauté, de l'importance du feu de camp dans la transmission des valeurs et des savoirs de la communauté Sami. Ok. Dans le sens où le feu de camp, c'est quelque chose que tu apprécies énormément, t'y restes. Il explique aussi que c'est rond, donc il n'y a pas de dynamique de pouvoir. Là où dans la journée ou dans un repas, le grand-père il n'est pas à la même place que le petit enfant, au feu de camp le soir, tout le monde est à la même distance du centre du feu. Et il explique tout ça, c'est giga passionnant. Allez l'écouter si vous n'avez pas écouté. Et ça m'a rappelé des expériences de feu de camp, autant en Scandinavie que dans un camp que j'avais fait en Italie, où tous les soirs, on allumait le feu. Et tous les soirs, on était là, et il y avait de la musique, mais dans le sens où on avait une guitare, un ukulélé, et on faisait des percussions avec les bancs, enfin des choses comme ça. Et on n'avait pas envie de partir. D'autant plus qu'il faisait froid, on était en montagne en Italie. Ça te retenait, mais tellement, tellement fort, parce que t'étais là, t'étais bien, tu faisais 3 mètres en arrière parce que t'avais dit bon c'est bon je rentre, t'avais 500 mètres à faire pour aller à la maison parce qu'on était loin, et t'étais non je reste autour du feu. Et Hugo parle de tout ça dans son épisode justement sur ce même fonctionnement des feux en Laponie où t'as pas envie de partir, notamment quand il fait moins 40 degrés dehors. Ah, mais c'est clair. Puis ça a quelque chose de chaleureux aussi, je trouve, le feu de camp, tu vois. T'as effectivement le pied d'égalité, c'est très intéressant ce que tu dis. Et puis le fait qu'on soit tous en rond, moi j'aime pas trop, j'arrête pas de le répéter en ce moment, mais quand on est au resto avec des pauses, avec des machins, j'aime pas les tables rectangles, parce que entre le gars qui est à un extrême et l'autre, en fait tu te parles pas. Il y a 14 mètres, ouais. Quand t'es en ouais, c'est ça. Alors que quand t'es en rond, bah, tu peux beaucoup plus facilement discuter avec absolument tout le monde autour de la table, autour du feu, quoi. Bah, sur ces dispositions, moi je vais être typiquement le gars qui déplace sa chaise sous le repas. mais en vrai, des fois, je suis en mode, pourquoi est-ce qu'on bouge pas, histoire de voir un peu tout le monde, quoi. Ah, mais c'est vrai, hein. C'est très vrai. Donc, les meilleurs moments de ton Erasmus et ces choses-là, bon, on pourrait vraiment... En fait, il faudrait faire un podcast qui s'appelle Erasmus, faire que des récits d'Erasmus. Discuss Erasmus, c'est parti. Il me regarde en mode, mais mec, je vais le faire en fait. Mais non, tu me connais pas, je vais le faire. Tu me renvoies à un truc qu'on a dit sur l'Erasmus avec Charles dans l'épisode du début du podcast, le deuxième Discuss Ami. On parle pour le coup, Zinedine, PL, avec qui on était en Erasmus, ça pourrait marcher pour toi, pour Hugo. Enfin, non, quoique Hugo n'a pas fait l'Erasmus, mais il connaît un peu l'ambiance quand même. Ouais. De se dire... Enfin, c'est un peu avec Charles, face à la quantité de souvenirs qu'on avait, et à chaque fois on se disait, mais non, je vais pas raconter ça parce qu'on a pour 25 minutes, nanana. De se dire, il faudrait qu'on se réunisse tous ensemble, qu'on prenne une feuille, et qu'on se dise, ok, on a 1 heure, chacun de notre côté, pour écrire notre première journée. Et après, on se la lit, et après, on est là pour 15 jours parce que chacun raconte son truc. Mais il faudrait trop faire du récit comme ça, quoi. Et tant que tu parles de première journée, ça me fait penser que mes meilleurs souvenirs aussi, c'est les 2 premières semaines que j'ai passées en Finlande, parce que c'est là où j'ai découvert tout et où je me suis dit, parce que tout le monde m'a dit ça, les premières occasions que tu as, c'est celles où tu vas vraiment rencontrer du monde, etc. Du coup, il ne faut rien laisser passer comme opportunité. Et il y en a eu plein, et je les ai toutes saisies. Et j'ai eu 2 semaines que j'ai vécues, j'ai l'impression que ça a duré 4 mois, tellement c'était long, et tellement je dormais peu. Et j'ai adoré. C'est là que j'ai fait plein de trucs différents, que j'ai tout découvert d'un coup. J'ai pris un shot de vie en 2 semaines, là. Exceptionnel. C'est beau ce truc chat de vie là. Tu te sens rempli d'un coup, saisi par la vie. À fond. Trop bien. Du coup, on passe sur tes pires moments d'Erasmus. Alors, il y a eu une période qui n'a pas duré longtemps et qui a été un peu compliquée. Pour faire simple, il m'est arrivé que des dingueries sur 2 semaines. En gros, c'était les 2 semaines de décembre avant que je rentre passer les vacances de Noël à la maison. Je me suis fait voler mon téléphone en boîte. Ce qui fait que, vu que je rentrais, de toute façon, le téléphone, j'en changeais. Et je rentrais à la maison dans 2 semaines. Du coup, le nouveau m'attendait déjà. Du coup, j'allais pas en racheter un maintenant. Mais ce qui fait que j'ai dû faire 2 semaines sans téléphone. Et 2 semaines sans téléphone, c'est pas facile en vrai, parce que du coup t'as rien sur toi pour contacter les gens et tout. Même au-delà du truc d'addiction de réseaux sociaux, c'était pas vraiment ça le problème, c'était plus de parler avec les gens. Il y avait plein de gens, en fait je pouvais plus les appeler, quoi, tu vois. Donc
j'ai dû me démerder sans mon téléphone pendant 2 semaines. Et le pire, c'était, du coup, par rapport à ça, la veille, plus le dernier jour. En fait la veille de mon départ et le jour de mon départ. La veille de mon départ, en gros, il y avait il y avait un bail un peu... enfin, que je trouvais ambigu avec une meuf. Et voilà, elle me plaisait bien. Et elle, au bout d'un moment, l'avait remarqué et avait juste décidé elle avait paniqué, je pense, et elle a juste décidé de m'ignorer complètement. Mais quand je te dis ignorer, c'est pas en mode message ou quoi, parce qu'on se parlait même pas tant que ça, mais T'avais c'était... pas de téléphone. Et puis j'avais pas de téléphone. En fait, on s'était vu, quand on se voyait, tu vois, et on a passé une soirée du coup qu'elle a rendue hyper gênante parce que c'était une soirée, c'était un sit-sit. Je sais pas si tu connais un peu les sit-sits. Si Ouais, je j'explique, comprends. j'explique rapidement Ouais. pour ceux qui nous écoutent, mais en gros, je sais pas si c'est typiquement finlandais ou suédois ou pas, mais c'est un peu un dîner d'avant-soirée où le but c'est de un peu chanter des chants, chacun à son tour, ou de faire des petits discours, et ensuite de dire skål et de boire. Voilà. Et le but c'est que vous commencez déjà à être bourré à la fin du dîner, et ensuite on embraye sur la soirée. Et donc tu es... C'est très scandinave. Oui, voilà, c'est très scandinave. Et donc j'ai été assis en face d'elle pour ce sit-sit. Et du coup, la meuf, pendant 3h30, tu vois, ne m'adresse pas la parole. Et quand je lui parle, elle ne répond pas, tu vois. Genre vraiment, la meuf fuit à 300%. Et là, vraiment, je me suis énervé parce que je me suis dit, mais le manque de respect est tellement puissant, tu vois. Et du coup, je lui en ai parlé de ça le lendemain. Donc c'est pour ça qu'elle m'a dit, oui, vu qu'il se passait un truc, machin, qu'elle était pas à l'aise. Je lui ai dit, bah ok, mais enfin, genre, il n'y a pas de souci, tu vois. Je viens, on en parle. Et puis, enfin, il n'y a pas de galère, il n'y a pas à faire ça, tu vois. Du coup, bon, après, depuis ça s'est réglé, bien sûr. Mais en tout cas, il y a eu ça qui a été chiant. Et quand on est revenu du site le lendemain matin, donc je prenais l'avion, je vois que mon avion, paf, annulé. Du coup, moi qui n'ai pas de téléphone, ouais, tu vois le truc, je dois reprendre un avion. C'est un pote qui payait ma place parce que le truc super cool, c'est quand t'as pas de téléphone, bah en fait tu peux rien payer parce qu'on te demande, Ouais, tu peux rien payer en confirmation. ligne parce qu'on te demande confirmation sur l'appli de ta banque que tu n'as pas. Donc il a fallu que je reprenne un avion. Le soir, je retrouvais le gang de l'IAE à Strasbourg parce qu'on avait prévu un week-end de retrouvailles là-bas, qui était extrêmement cool d'ailleurs. Mais le problème, c'est que du coup, moi, j'avais pris mon train pour aller de Paris à Strasbourg en fonction de mon De heure l'avion. d'atterrissage. J'ai complètement raté le train. J'ai dû repayer 150 balles de train. Et comment j'ai fait, tu vas me dire, parce qu'une fois que j'ai atterri, bah, Toujours pas de téléphone. j'ai toujours pas de téléphone. J'ai réussi, ça c'est une dinguerie. Au moment où je quittais l'aéroport Charles de Gaulle, j'ai allumé mon ordi et j'ai réussi à me connecter. Juste avant, j'étais dans le RER pour qu'ils partent et qu'ils rejoignent la gare du Nord. Dans le RER. Juste avant qu'ils partent, j'arrive à me connecter à la Wi-Fi publique de Charles de Gaulle et j'envoie un message à un de mes potes qui est Louis-Marie, voilà, si tu te reconnais, si jamais t'écoutes le podcast, qui était à Paris en stage à ce moment-là. Et je lui dis, gros, j'ai besoin de toi, machin, viens me chercher à la gare du Nord. Et voilà, parce que je savais qu'il avait, il aurait de quoi payer, je le rembourserais, quoi, le train. Et du coup, j'arrive à Gare du Nord, le monde sa mère. Genre, j'avais jamais vu Gare du Nord et le monde sa mère, en fait. Et je me dis, je ne pourrai jamais le trouver. Du coup, qu'est-ce que je fais ? Je m'assois comme un cassos devant le Five Guys à l'intérieur de la Gare du Nord. Je sors mon ordi et j'écris enfin, je vais checker son numéro. J'écris son numéro sur mon carnet. Et ensuite, je vais voir les gens en leur demandant « Ouais, je peux avoir votre téléphone, c'est pour appeler tel numéro, machin. » Garde du Nord, tout le monde hyper méfiant. Grave, personne ne me fait confiance. Sauf un gars à la fin qui dit bah je l'appelle mais c'est moi qui garde mon téléphone. Et moi j'avais même pas pensé mais j'étais là oui bien sûr genre y a pas de souci. Je m'attache au mur si vous voulez. Ah ouais, c'est ça tu vois. Et du coup il l'appelle et je le retrouve machin. Et à partir de là tout va bien parce que non seulement il réussit à me prendre mon train pour Strasbourg, mais en plus ce giga Tchad avait 2 téléphones. Du coup il m'en a filé un. Il y avait Ok. pas de carte SIM mais au moins je pouvais. Ouais, aller sur internet Voilà, quoi, déjà. c'est ça. Voilà, le délire. Donc énorme délire jusqu'à mon arrivée à Strasbourg où je suis arrivé, j'étais là, j'en peux plus, j'ai la tête comme ça et tout. J'ai décidé vraiment le mec arato, plus de la délire de l'avion, plus pas de téléphone pendant 2 semaines. Franchement, j'en pouvais plus. Donc là, j'étais content de couper de la Finlande. Par contre, après 2 semaines en France, qu'est-ce que j'avais envie de revenir. Qu'est-ce que j'avais envie de revenir. Je trouve le moment où t'arrives à Strasbourg,
Enfin, que ça soit le tien un moment ou celui de tout le monde après avoir vécu ce genre de tas de merde là, tu te dis mais alors là je suis tellement heureux d'être vivant dans une pièce Tellement. Mon Dieu. avec plus aucun parasite, Ah ouais, plus rien clairement, quoi. c'était ça. C'est en mode ah là c'est bon j'ai la paix, j'y resterai pour l'éternité si je pouvais parce que je veux surtout pas retourner dans le monde. Ah oui, clairement. Écoute, Voilà. on va sauter justement deux, trois trucs qu'on avait prévus. Ok. Et tu viens de dire, après 2 semaines en France, je suis giga content de retourner en Finlande. Ouais. Vas-y, je te lance sur ça. Et puis l'idée, le point d'après que j'avais sur la feuille, c'est Paris. Ok, Paris. Et tiens, je te pose une question. Vas-y. Comment est-ce que tu perçois, c'est très très large comme question, comment est-ce que tu perçois la vie en France et notre culture de vie vis-à-vis de ailleurs? Imaginons la Scandinavie ou ça peut être autre chose si tu as autre chose. Alors effectivement, c'est large parce que je pense que la force de la France, c'est que en fonction de l'endroit géographique où tu es, il y a plein de choses qui varient beaucoup. En termes de culture, en termes d'ouverture aux autres, en termes de... euh, je sais pas comment on dit, mais du fait que les gens soient chaleureux ou pas. Euh, Par exemple, entre Proxémie, Paris... on le dit. Oui, voilà. Ah, c'est ça? Ok. Eh ben, tu m'auras appris un mot. Voilà, je l'ai. Mais par exemple, si je prends Paris et le fin fond de la Lozère, Ouais, c'est pas la même chose. ça n'a rien à voir, tu vois. Bon, j'imagine que les autres pays aussi. Mais si je parle en termes de ville, étant donné que j'ai Helsinki comme rapport et que c'est une capitale, c'est compliqué à dire. Parce que je trouve, je trouve que en France, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y a un caractère très individualiste que je trouve très dommage, où on oublie un peu d'aller vers les autres. Et j'aime bien les petits moments où dans le métro, soit il y a des gens qui s'aident, soit il y a des gens qui se racontent des blagues, parce que ça arrive pas souvent en fait. Et du coup c'est sympa d'avoir ces moments. Euh, Après, pour autant, j'ai envie de te dire, c'était beaucoup plus simple pour moi. Mais en gros, moi, je trouvais ça beaucoup plus simple en Erasmus d'aller vers les gens que tu connaissais pas et de les approcher. Parce que tu es dans une ambiance Erasmus, que tout le monde est là pour ça, et qu'on a envie d'être une grande communauté un peu familiale. Voilà, donc il y a un esprit extrêmement bienveillant de l'Erasmus, de plein de gens simples qui veulent juste apprendre à te connaître et faire la fête avec toi et vivre leur meilleure vie, qu'il n'y a pas du tout en France. Où la France, c'est un peu l'inverse, où moi je ressens euh, euh, un peu une méfiance envers les gens que tu connais pas. Et du coup, forcément, une fermeture d'esprit par rapport à ça, quoi. Voilà. Qu'est-ce que toi t'en Moi, je penses? trouve que au-delà de aller chercher de l'interaction avec l'autre Ouais. et qu'on oublie qu'on peut aller vers l'autre, enfin, c'est pas au-delà, c'est même en amont, c'est on oublie que l'autre est là. Ouais. Je sais pas si ça te parle. Oui. C'est, Oui, oui, oui. je vais, je vais donner un exemple sur ça, c'est la cohabitation routière, on va dire, en ville. Transport en commun, à Lyon le TCL, les gens automobilistes qui ont des voitures et puis des vélos. Et face à tout ça et qui a une certaine forme de chaos par moment sur la route, je suis en mode, est-ce qu'on peut pas juste, genre, j'ai envie de dire, fige tout, et puis on regarde qui est là. On se dit, ah ouais, là-bas, il y a un mec qui a une voiture. Et, et lui, il a sa voiture, il a sa vie, il a ses besoins, il a ses contraintes, etc. C'est vrai Et que en c'est même temps, il y a un mec qui a un bus, enfin, il conduit un bus. Dedans, il y a des gens qui prennent le bus, qui prennent le transport public. Et moi, je suis avec mon vélo et j'ai ses besoins. Et face à tout ça, des fois, j'ai vraiment envie de faire fiche, de dire est-ce qu'on peut prendre le temps de regarder qui est là et de comprendre quels sont les besoins des gens, quelles sont les attentes des gens, quelles sont les contraintes, etc. Et de faire une espèce de tambouille avec tout ça, de faire une solution qui marche et qui plaise à tout le monde. c'est vrai. Et cette observation, je l'ai de toutes les formations que j'ai pu faire dans le bien-être, dans la psychologie l'année passée, où il y a certaines des formations, et moi j'ai ouvert mes ateliers sur les émotions que j'ai eu fait après ces formations-là, ateliers sur les émotions, l'empathie, les besoins, la communication non violente. On ouvrait ces ateliers dans un silence total. Les facilitateurs disaient on ouvre des semaines, hein. On allait passer une semaine ensemble. On ouvre et on a souhaité ouvrir par 5 minutes où on regarde qui est là dans la pièce.
Et on était une vingtaine de personnes, c'est-à-dire 20-25. Et là, pendant 5 minutes, et c'est même pas 5 minutes, c'est le temps qu'il faut, le temps que les regards aient fait le tour, en fait, et tu le sens vraiment. Pendant 5 minutes, tu te mets dans le lieu, tu te mets dans le moment, dans l'espace-temps qui s'ouvre et qui va durer une semaine, et tu regardes une à une les personnes. Et c'était tellement puissant. Je me revois dans ces cercles, je me revois dans cette salle à Wataska, dans un lieu perdu de chez perdu en Pologne. J'étais là, ok, c'est vrai qu'il y a lui. Ah ouais, il est blond. Je sais pas, il a cette corpulence, il porte ce type d'habit. Je l'ai vu, il était avec cette personne là tout à l'heure à table. Et il y a elle. Elle, je l'ai entendu parler espagnol, donc elle vient d'Espagne. Et tu fais, il y a une catalysation de la conscience de l'existant. Très flou ce que je viens de dire, mais catalysation de la conscience de l'existant qui est énorme. Et ça permettait de vivre dans des communautés qui étaient juste dingues. Parce que, c'est pas l'unique raison, mais à la base, on avait mis une compréhension de qui était là, quoi, tout simplement. Ça me paraît super simple ce que je dis, en même temps très précis. Et donc, si on en revient dans la rue à Paris, etc., des fois, j'aimerais bien qu'on se dise, mais vas-y, on regarde qui est là à côté de nous. Et c'est l'idée de comment on fait société ensemble. Ouais, c'est vrai. Je pense que... Après, c'est aussi l'un des paradoxes de Paris, tu vois. C'est peut-être parce que, justement, on est trop nombreux qu'on on prend plus le temps de regarder les gens aussi. Parce que les gens, quand tu habites à Paris, et moi je dois bien avouer que ça me le fait aussi, tu vois, sur la longue, mais les gens deviennent un fardeau. Parce que les gens participent au fait que tu prends le métro hyper serré tous les matins et tous les soirs, que t'as pas forcément de place assise pour ceux qui en ont besoin, que quand tu marches dans la rue, tu dois constamment esquiver les gens, Moi en plus, je marche vite, j'aime bien marcher vite, du coup, je passe mon temps à Paris à esquiver les gens. Donc je sais que c'est moi qui ai choisi de marcher vite et qu'ils y sont pour rien, mais t'as une certaine fatalité quand même qui s'abat de je dépends beaucoup des gens parce que tu prends les mêmes transports qu'eux et voilà, parce que c'est public, parce que on fait ça tous ensemble, mais ça devient un fardeau. Et je pense que c'est très compliqué de sortir de cette vision-là et d'essayer à Paris d'aller vraiment à la rencontre des gens. Si c'est pas dans un cadre, genre dans un parc, tu vois, un truc où les gens sont posés et où personne dérange personne parce que tout le monde a son espace perso. Ça laisse beaucoup de choses en suspens dans ma tête, du moins, en réflexion. Si tu peux te téléporter à l'espace de vie idéal, tu vas où? C'est pas tu vas où parce que ça n'a pas besoin d'exister, mais ça ressemble à quoi? Ça ressemble à la montagne avec des sapins. Ça ressemble à la Haute-Savoie, aux Alpes. C'est le paysage qui, actuellement, au monde, me plaît le plus de ce que j'ai vu de mes yeux. C'est quoi qui te plaît là-dedans? Je peux pas t'expliquer. C'est... Ok, je vais te refaire une image comme tout à l'heure. Ouais, vas-y. Si je te mets une montagne en second plan, avec peut-être pourquoi pas un coucher de soleil ou ce que tu veux, ça on s'en fout, à la limite c'est du secondaire. Mais en tout cas, une montagne ou une chaîne de montagnes plutôt, une chaîne de montagnes en second plan, avec une mer de nuages dans le creux. Et en premier plan, très important, parce que c'est l'élément le plus important, et c'est ça que je ne sais pas t'expliquer pourquoi, un sapin. Un seul sapin. Et ce sapin-là, qui est perdu dans l'immensité et qui a la vue sur cette dinguerie, je trouve ça magique. Et j'ai toujours trouvé ça magique quand je voyais ça, et je ne sais pas t'expliquer pourquoi. Ouais, je te montrerai tout à l'heure des photos De la Suisse ? de la Suisse. Ouais, bien sûr, avec plaisir. Je sais plus si je l'ai dit, si je l'ai pas dit. J'ai travaillé 2 étés en Suisse, à côté de Villars-sur-Olon, donc une station. On était à peu près à 1500 mètres d'altitude. Moi, je travaillais vraiment dans un alpage. On était à 1500 mètres, mais en bas des montagnes. On avait 2 massifs, là et là. Le massif des Diablerets, dans le sommet à 3209. On l'avait tenté avec mon frère. On n'y était pas arrivé. On s'était arrêté à 3015 devant un glacier. On n'avait pas prévu qu'il y aurait un glacier. Et il y a l'autre massif, c'est le massif du Mouvran, 3051, on l'avait fait. C'est des souvenirs de montagne qui sont incroyables.
Et donc je te montrerai des photos de quand j'y suis retourné un hiver, c'était le premier hiver où j'y allais, et là tu m'as mis là-bas. Tu m'as mis... j'ai des photos, c'est ce que tu décrivais. La chaîne de montagne au fond avec un brouillard comme ça, stagnant et en même temps palpable, qui est là, qui existe, qui incarne quelque chose. Exactement. L'enneigement devant avec un sapin qui traîne. Voilà. Ah, c'est exactement ça. Ça c'est du bien. Hein. Ouais, ça fait giga du bien. Voilà. J'ai 1 million de souvenirs qui me viennent en tête. Et là, j'ai le souvenir de la semaine. On a passé une semaine en Suisse avec Hugo l'été dernier, donc, qui est l'ami de Benoît, qui est un ami commun. Ouais. Je pense qu'on se ressemble beaucoup sur certains trucs. Et là, il y a un truc qui me vient à l'esprit, pour le moins, c'est un peu le calme et la contemplation. Et tu nous mettais tous les deux en Suisse devant ce genre de paysage. On pouvait ne pas parler et cohabiter dans notre moment d'une manière totalement silencieuse pendant des minutes et des minutes et des dizaines de minutes. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié avec Hugo, je te l'avais raconté, je m'en souviens la dernière fois. Cette possibilité dans l'amitié de coexister dans le silence. Et là, ça me renvoie à des mots d'éloquence, de discours d'éloquence, où on peut dire si votre parole n'est pas plus belle qu'un silence, fermez-la. alors taisez-vous. Ça, c'est Rémi Dandan dans la finale d'un concours d'éloquence que je fais il y a quelques mois. Il était juré dans le jury. Il termine son discours d'ouverture en disant « Et souvenez-vous ». Mais il nous parlait vraiment à tous les 3 finalistes. Il disait « Et souvenez-vous ». Mais vraiment, il pèse. En plus, c'est un monsieur qui est très fort de carrure, qui est très grand. Il impose énormément. Il dit « Souvenez-vous, si ce que vous avez à dire ne vaut pas mieux que le silence, alors taisez-vous ». Et je suis monté après sur scène, c'était moi, je vais peut-être pas l'ouvrir quand il faut pas. Et ces souvenirs de Suisse, ça me fait penser à ce que tu m'avais raconté la dernière fois, ce coucher de soleil que vous aviez admiré en montagne avec la bande d'amis dont on parle depuis tout à l'heure. Je vais les citer. Donc il y avait Hugo, Pierre-Louis, Julie, Elisa et moi. On était à Valloire et on avait trouvé, Hugo nous avait déniché un super Airbnb qui donnait sur la vue de la montagne. Je te montrerai des photos tout à l'heure si tu veux. Et il n'y avait pas mon sapin comme je veux devant, mais c'était la chaîne de montagne qui était en plus proche, donc on voyait beaucoup de détails. Et on voyait, ça c'est un peu plus malheureux, mais en plus on ne va pas s'étendre sur le sujet maintenant, mais le manque de neige qu'il y avait. Bon, déjà sûrement parce qu'on est parti quand même en août. Non, à un stade avancé du mois de mars, mais quand même j'avais jamais vu aussi peu de neige à la montagne, quoi. C'était la moitié de la montagne, tu la coupes en deux, il y a la moitié qui avait pas de neige du tout. Donc voilà. Mais c'était magnifique. En fait, on était là, on déconnait comme d'hab. Oui. Et voilà, comme d'hab, et sans rien se dire, on s'est tous mis à regarder en fait, et là on l'a tous fermé. Probablement parce qu'on n'avait rien de mieux à dire que le silence. C'est super beau. Mais je sais pas, personne parlait, tout le monde était dans son trip et on regardait en fait. Et moi je me suis rendu compte que, au bout d'un moment je suis rentré parce que j'avais froid, mais si j'avais pas eu froid, je serais resté en fait. Je pouvais pas décoller mes yeux, c'est le genre de truc. Quand on vous dit dans un livre, il aurait pu rester des heures à contempler ce paysage, c'est pas une métaphore, les gars, en fait. C'est du premier degré. Ça, tu me renvoies à plein de choses. Pour le coup, des souvenirs en montagne, et puis après un autre ici à Paris, comme quoi on peut avoir de bons souvenirs à Paris. C'est très possible. En montagne, donc quand je vis à Villars-sur-Relon en Suisse, je vivais dans un très grand chalet. Assez loufoque d'ailleurs, parce que c'était une coloc, mais je savais pas trop qui vivait là. Il y avait un énorme sous-sol en bas. Il y avait un billard, il y avait de quoi faire une soirée avec 100 personnes en bas. Un truc de dingue. Et puis il y avait surtout une terrasse de, honnêtement, 150 mètres carrés. Gigantesque. Qui donnait sur les chaînes de montagne. Et j'ai le souvenir indélébile des heures et des heures que j'ai passées le soir, alors même qu'il commençait justement à faire froid, même en été, c'était en juillet-août, avec mon pull, puis un plaid, puis un thé,
à rester là, à juste regarder mais ce que je voyais tous les soirs en fait. Ouais. Et c'était quoi? C'était la chaîne de montagne, le haut de la montagne découpé dans l'obscurité parce que tu as la lune derrière ou devant. C'était le ciel étoilé, mais comme j'en ai rarement vu ailleurs. Et je passais des heures et des heures et des heures comme ça. Et j'ai une musique qui est associée à ça. C'est Avant de dormir de Luigi Pekka. Luigi Pekka raconte Avant de dormir, je repense à. Enfin, il fait une énumération de tout ce que tu peux avoir en tête quand tu es comme ça, justement, avant de t'endormir. Et cette musique, elle est associée à ce moment-là. Et tu me la mets là tout à l'heure, je ferme mes yeux, je suis là-bas. Quoi. Okay. Et autre souvenir de contemplation à Paris, il a 2 heures d'âge, 3 heures d'âge. C'était tout à l'heure, j'attendais la personne que j'attendais en face, place des Pyramides aux Tuileries. Et j'étais là, complètement contemplatif de l'existant autour de moi. Et j'étais, mais il y a une quantité de choses à regarder, mon frère. C'est énorme. C'est exceptionnel, c'est vrai. Ne serait-ce que tu fais abstraction de tout, sauf le bâtiment du Louvre. Ah oui. Ah, mais c'est une faute. Tu fais abstraction de tout, sauf 1 mètre carré que tu fixes. Il y a tellement de choses seulement sur ce mètre carré à regarder en ornement, en gravure. Il y a des détails de zinzin. Paris, c'est vraiment une ville magnifique pour ça. C'est exceptionnel. Je suis bien d'accord. C'est giga dingue. C'est vrai. J'ai dit 43 fois giga depuis tout à l'heure, c'est marrant parce que je dis pas ça d'habitude. Bah écoute, c'est un petit tic de cet épisode spécifiquement. Et puis à l'autre épisode, ça sera un autre tic, je dirais hyper. Voilà. On se renouvelle, c'est bien. On va faire quelques sauts. Ouais. Tu es en train d'écrire un livre. C'est vrai. C'est quelque chose dont je ne sais pratiquement rien. Qu'est-ce que tu veux savoir? Tout. Non, tu sauras pas tout. Je me souviens de quand quand tu étais en Finlande, on s'était échangé une fois des messages et on avait parlé un peu de ça. Tu m'avais dit ce qu'il en était. J'ai aucun souvenir de cette conversation. Ouais, moi non plus. Je me rappelle de t'avoir fait des vocaux devant le bâtiment. Je ne sais plus de quoi on parlait. Bah, tu m'avais expliqué de qu'est-ce que tu faisais dans l'écriture, enfin qu'est-ce que tu cherchais à transmettre comme message, etc. Mais j'ai aucun souvenir. Donc oui, qu'est-ce que tu écris en ce moment, enfin. Quelque part, comment ça t'est venu? Enfin, explique un peu l'histoire. Qu'est-ce que tu fais? Combien de temps ça fait? Combien de temps ça fait? On va peut-être commencer par là, en allant quand même très vite, parce que sinon on est encore là pour 5 heures. Mais écrire, je le fais, franchement, c'est la phrase bateau, mais je le fais vraiment depuis toujours, ça pour le coup. Je peux pas te dire... En fait, ça remonte trop loin pour que je te dise quand ça a commencé. Ouais, ça n'a pas commencé en fait. Quand j'avais 10 ans, je le faisais déjà. En fait, je me posais pas de questions. Dès que je lisais des histoires ou que je voyais des histoires, le premier réflexe que j'avais quand j'avais fini, c'était d'aller moi-même essayer d'écrire un truc. Ah donc, ouais? ça a toujours été un... je sais pas comment dire, mais ça a toujours été présent, quoi. Et d'ailleurs, je pense... je me suis fait cette réflexion il y a pas longtemps, vu que tu parles dans ton podcast d'itinéraire, de singularité, voilà. Je pense que ma singularité à moi, c'est l'imagination. C'est vraiment ça, le point culminant, on va dire. Enfin, de ce que je me rends compte, parce que pour moi, c'est quelque chose qui est là depuis toujours et j'y pense tout le temps. Je suis dans le métro, je pense à mes histoires. Je suis au taf, je pense à mes histoires, je te le dis. Voilà. Et vient du coup avec ça des troubles de l'attention qui font que... Ça doit être... Oui, mais en fait ça tourne tout le temps là-dedans et je suis constamment en train de rêver un petit peu, quoi. C'est super beau en même temps. C'est incroyable. Moi je remercie je sais pas qui chaque jour parce que vraiment le don de l'imagination franchement c'est le plus beau cadeau qu'on puisse me faire, parce que même si... Ça peut paraître triste dans un sens, mais s'il y a un moment donné de ma vie où la réalité ne me correspond pas, je sais que je peux toujours me réfugier là-dedans. Et je pense que là, il y aura plein de créateurs qui se reconnaîtront dans cette chose. J'avais défendu en finale d'un concours d'éloquence, l'ignorance est-elle une forme de liberté? J'avais la positive, j'avais dit oui, c'est une forme de liberté. Je ne dis pas, attention, que être ignorant de tout, c'est être libre, absolument pas le propos, mais j'avais sorti ce truc. C'était en 2021, enfin cette époque là où je sortais de la cuisine, où très souvent tout allait mal quand même, enfin c'était très compliqué,
Et je disais justement en fin de discours, avec une simplicité que je sais prendre parfois, je disais, alors moi, quand tout va mal, je fais comme quand il y a un orage en montagne. Je me réfugie. Je choisis d'aller dans le refuge, parce que là-bas, j'y suis bien. Oui. Et l'ignorance est mon refuge à ce moment-là. Bien sûr. Je fais le choix de ne pas savoir. Donc, ça me parle beaucoup ce que tu viens de dire. Ah, mais je pense que tout le monde, de toute façon, a besoin de ce refuge dont tu parles. Et moi, c'est vrai que j'ai la chance d'en avoir un constamment avec moi. Parce que c'est comme si en moi, j'avais un peu une petite voix, un ami, en fait, qui est là pour te donner des idées et des trucs et qui font que t'es constamment un peu dans la magie de quelque chose, quoi. Voilà. Donc ça a fait que il y a eu une impulsion qui m'a donné envie d'écrire. Je me suis dit assez tôt comment je fais pour quand même mettre ça noir sur blanc, tu vois, quelque part. Donc il y avait plusieurs plans, mais il s'est avéré que le plus simple, ça restait l'écriture. Parce que l'écriture, t'achètes un PC, tu télécharges Word et puis c'est parti, quoi. T'as pas besoin de plus. Donc j'ai fait ça, et puis j'ai beaucoup commencé à écrire à partir de mes 16 ans. Donc j'ai beaucoup évolué petit à petit dans l'écriture. Et là, effectivement, j'écris depuis septembre un roman que j'espère être, pour le coup, le premier truc que j'écris qui pourra être publié à un moment donné. Qui sera publié. Je l'espère. Mais voilà. Et donc t'écris sur quoi dans ce roman si tu veux en parler, si c'est pas le cas. C'est pour ça que j'ai ramené mon téléphone tout à l'heure. Pourquoi j'ai ramené mon téléphone ? Parce que sache que, enfin en tout cas moi, et de ce que j'ai entendu dire beaucoup de gens, quand tu demandes à un écrivain de quoi il parle ton livre, c'est hyper dur de répondre. Parce que, et du coup moi ce que je vais te faire, si tu es d'accord, c'est que je me perdrai entre ce que je peux te dire et ce que je peux pas dire. Du coup, je vais lire un résumé, une espèce de 4e de couverture que j'ai écrit. Et je laisserai juste les gens qui nous écoutent avec ça. Alors, la 4e de couverture d'un livre qui, pour l'instant, s'appelle L'étoile filante, mais qui peut très bien changer pour la simple et bonne raison qu'à la fin, c'est pas moi qui aurai le dernier mot. Voilà. Je vous apprends quelque chose pour ceux qui veulent devenir écrivains. C'est l'éditeur qui a le dernier mot là-dessus. Pour la 4e de couverture aussi, d'ailleurs. Dans un futur proche, les derniers humains se sont retranchés sur une île et ont développé une étrange technologie pour combattre les envahisseurs. Alors que le guerrier acclamé pour mener la guerre disparaît, les jeunes Louis et Ali s'engagent dans la compétition qui nommera son successeur la prochaine étoile de la nation. Mais la compétition est rude et il n'y aura de place que pour un seul héros dans le cœur de l'humanité. Bah écoute, hâte que ça sorte pour pouvoir le lire. Hein. Eh ben écoute... Peut-être que tu pourras le lire en avant-première si tu es chanceux, mais ouais. Comment est-ce que tu vois ton rapport à l'écriture, enfin le fait d'écrire, au-delà de l'imaginaire, dont on a bien compris qu'il était très présent, même parfois trop, ça je peux que le comprendre, mais la question ça pourrait être pourquoi est-ce que tu écris ? Je vais te donner la même réponse que j'ai donnée la dernière fois, même si c'est un peu flou. Parce que même pour moi, tu vois, ça rejoint le questionnement de qui es-tu aussi. C'est des choses que je sais, mais que je comprends pas pour autant. J'ai l'impression que écrire, c'est ma façon de parler au monde, quoi. Comme un rappeur te dira que la musique, c'est sa façon de parler aux autres et tout. C'est la même chose. Et c'est pour ça que plein de gens m'ont demandé... ce que tu écris, tu veux le publier ou pas ? Et moi, il a toujours été question de le publier. Et alors bien sûr, il y a le truc de l'argent et de pouvoir peut-être un jour en vivre, mais c'était même pas ça. Si je voulais le publier à la base, je pensais même pas au ce truc d'argent, c'était transmettre. Ouais. Transmettre un truc. Mais après, il faut une certaine légitimité pour transmettre. Donc... quoi transmettre, tu vois. Il y a plein de questions à se poser aussi là-dessus et qui font que des fois tu te remets en question et tu te dis t'es qu'un pauvre connard de 22 ans qui te cuit des pâtes, qu'est-ce que tu peux avoir à dire au monde, tu vois. Et puis des fois non, tu te rends compte que t'as un truc qui se construit, que tu prends que tu le sors pas aussi juste de toi, ce que t'as envie de dire, tu le sors de tes apprentissages personnels,
de discussion avec d'autres personnes, et du coup tu arrives petit à petit à créer quelque chose qui a du sens. Bah, tu vois, j'ai envie de dire, je pense qu'il y a plein de choses qu'on a dit là, alors qu'on est seulement des personnes qui avons 20-25 ans, qui ont fait sens pour pas mal de gens, qui ont pu inspirer pas mal de gens. Donc, C'est possible. il y a un peu cette, ce double mot de transmettre et d'inspirer. Moi, j'aime beaucoup inspirer. Ça me fait rire ce que tu dis, parce que j'avais fait le test des... C'est une petite aparté nulle, mais j'avais fait le test des 16 personnalités. Ouais, je l'avais Et- fait aussi, j'ai lu la même. J'ai... Non, c'est vrai. Et moi, la dernière fois que je l'ai fait, j'étais inspirateur. Du coup, c'est pour ça que ça m'avait fait pas mal rire quand j'avais vu ça. Et je me suis dit, bah en fait, ouais, pourquoi pas. Il y a cette idée-là. Mais en tout cas, voilà, je finirai quand même, si tu veux qu'on clore le sujet de l'écriture, je pense que écrire, c'est mon itinéraire. Donc aujourd'hui, on est à Paris, quelle suite? Quelle suite? Pas Paris. Enfin. Non, je suis content d'être passé par Paris parce que mine de rien, ça m'aura appris des choses que j'ai pas envie de faire et des environnements dans lesquels j'ai pas envie de vivre. Donc c'est aussi très bien pour ça. Mais la suite, alors je te dis pas Paris, si ça se trouve ça le sera parce que j'ai quand même redemandé des trucs à la Sorbonne et voilà. Mais c'est pas le plan. Le plan ce serait éventuellement de retourner à l'étranger pour faire mon master parce que l'ambiance Erasmus me manque et l'ambiance internationale et les pays scandinaves me manquent aussi, j'avoue. Euh, donc pour toutes ces raisons, j'aimerais bien retourner et surtout trouver un master qui me plaît plus. Donc peut-être dans la... Ça rejoint un peu ce que je te disais tout à l'heure en plus avec cette affiche, mais je pense que ça a aidé à faire ça. Mais les masters d'études de la paix, des conflits, les métiers de la résolution de conflits, c'est des choses qui qui me tiennent beaucoup à cœur. Peut-être que ça changera parce que c'est assez récent en réalité, cette envie d'aller dans ces métiers-là. Euh, mais en termes de valeur, ça me correspond. Bon, entre guillemets, c'est maintenant, là, à l'instant T, c'est le genre de combat que j'ai envie de mener. Ok. Tu parles de trucs hyper deep, je vais te dire, tu m'as pris au trip quand tu dis les pays scandinaves me manquent. Parce que ça m'a percuté de plein fouet. Je suis en mode putain, moi aussi, je C'est crois que vrai. les pays. Là, quand t'as Ouais, dit c'est- ça, en plus, tu connais Westeros, là où j'étais. Oui, Je me suis imaginé c'est très bien. le chemin que je faisais tranquillement à peu près tous les soirs, partant de la salle de sport à laquelle j'avais un abonnement sans jamais aller à la salle de sport. J'avais l'abonnement à la salle de sport pour profiter du sauna, qui est quelque chose de super banal dans les pays scandinaves. Et je me revoyais faire ce petit chemin, sortant de mon sauna tout chaud, rentrant chez moi. Je me disais, ah, putain, ça me manque peut-être aussi, moi. Je crois que t'as un peu divulgaché. euh, Wow. Divulgaché la réponse à la question suivante sur ton itinéraire dans l'écriture. Je dirais quelle suite à un plus long terme. Là, tu nous parles vraiment de la période suivante à venir, mais je sais pas, Benoît, dans 10, 15, 20, 30 ans, ça te porte à 60 ans, 50 ans. L'écriture? Ah bah, moi, j'ai pas vraiment de certitude parce que comme je te l'ai dit, je sais pas qui je suis, j'ai envie de... enfin, je sais pas totalement qui je suis, j'ai envie de découvrir le monde en règle générale, d'autres façons de vivre, d'autres façons de faire. J'en ai un peu ma claque des façons dont on me parle depuis que je suis tout petit. Je me rends compte là en plus dans mon stage que moi c'est des... Peut-être qu'il y en a qui vont dire je me plains ou je fais ma princesse et c'est peut-être vrai, mais la réalité c'est que j'y arrive pas, ça me correspond pas. Et que je sais que le temps sur Terre, j'imagine que c'est précieux et que si je me rends compte rapidement que c'est pas comme ça que j'ai envie de faire, c'est probablement que bah, y a autre chose à chercher. Donc j'ai envie de chercher autre chose. Peut-être que dans 3 5 ans, je serai dans une ONG, dans une branche de résolution de conflits. Je sais pas si je pourrais rester dans ce genre de métier longtemps, mais je pense que c'est un passage pas obligé, mais quasiment dans mon développement personnel
pour savoir ce que c'est de vivre avec ses valeurs, avec les valeurs de paix, d'aide de l'autre, et surtout de réaliser ce que ça fait d'être dans la merde, et de voir en face de toi des gens qui crèvent de faim, dont soit on parle pas beaucoup, soit on ne se préoccupe pas parce que ça n'arrive pas sur notre territoire, mais pour autant c'est réel, et on parle bien d'êtres humains qui valent aussi bien que toi ou moi ou n'importe quelle autre personne. Je veux conscientiser tout ça. Je sais que ça va me faire mal, mais je sens que j'en ai besoin pour mon développement personnel. Et repartir peut-être ailleurs plus tard dans la vie pour aussi penser à moi. Mais penser à moi en ayant ça derrière moi et en sachant de quoi je parle quand j'en parlerai. La seule chose dont je suis à peu près sûr, puisque jusque-là ça m'a jamais quitté, c'est effectivement que l'écriture, ça risque de faire partie de la suite. Et que si l'écriture ne fait pas partie de la suite, ça me posera problème. De fait, elle fera partie de la suite, je pense. De fait, elle fera partie sûrement de la suite. Ouais. Si Benoît, qui a 40 ans, 45 ans, rentre dans la pièce, là, et il est là pour 1 minute, et il repart. Ouais. Tu veux lui dire quoi ? Je vais lui dire un truc que ma grand-mère m'a dit il y a pas longtemps, et qui a résonné en moi, et qui sera sûrement au cœur du livre que je suis en train d'écrire, si je veux divulgacher un tout petit peu. Elle a dit... Le flex de ouf. Ouais, je l'ai dit sans bégayer en plus, de fou, waouh. Elle m'a dit un jour, elle a dit à moi et à mes cousines, on était ensemble en repas de famille, et on parlait un peu politique, tout ça. Et elle m'a dit, rien ne vaut la vie, en fait. Et elle a dit, il n'y a aucune idée qui vaille qu'on meure pour elle, à part la vie. Et je pense que c'est ça que je rappellerai au Benoît de 40 ans. Je pense que je vais y réfléchir ce soir. Rien ne vaut la vie. Faut que je reprenne la réflexion derrière. je le garde pour tout à l'heure. En plus, c'est très large, mais en fait... Oui, c'est très large, mais à mon sens, c'est très simple aussi. On en parlait pour donner une petite idée de ce que j'en pense derrière cette phrase. On en parlait avec Pierre-Louis il n'y a pas longtemps quand je suis allé à Lyon. Cette idée de revenir à l'essentiel, ouais. Des fois, tu vois. Et en fait, qu'est-ce que t'entends par l'essentiel ? Et je crois que c'est à chacun de chercher ce que c'est son essentiel et de pas oublier d'y revenir. Carrément. Voilà, c'est tout. Et pour moi, c'est ça, la vie. Quand je dis rien ne vaut la vie, c'est... Qu'est-ce que tu mets derrière la vie ? C'est les moments où on dit tu te sens vivant, tu vois. T'as les moments où tu existes, où t'es là, tu marches, tu fais ton truc, et puis t'as les moments où tu te sens vivant. Ouais, tu te sens exister. Ouais. Oh, on va terminer sur ça. J'ai mon cerveau qui explose. Ouais. Enfin, qui explose, mais qui est dans plein de... Enfin, c'est ce type de réflexion où j'ai envie de me poser et de reprendre, c'est un peu genre mot par mot là, sur les moments où tu te sens vivant. Ouais. Je me dis stop, mais les moments où tu te sens vivant, on n'a pas réussi. J'ai envie de dire, laissons en suspens dans une réflexion, enfin pour une réflexion chez chacun, disons ce soir ou dans les jours à venir, c'est quoi les derniers moments où tu t'es senti vivant ? Voilà, point d'interrogation posé, réfléchissons tous de notre côté. Réfléchissons tous de notre côté. Dernière question, quelque chose de plus simple. Oui. Qu'est-ce que tu retiens de positif du moment qu'on vient de passer ? Beaucoup de choses. Déjà, je suis très content d'avoir passé le moment parce que ça fait plusieurs jours que je sais qu'on va passer ce moment. Et j'ai eu très hâte, en écoutant ton podcast, de pouvoir le passer. D'autant plus que la semaine dernière a été assez intense en émotions et que j'ai pas trop eu l'occasion d'avoir un ami avec qui partager une conversation un peu deep comme ça. Du coup, là, je me sens ressourcé sur plein de points. Et le fait aussi de dire les choses qui sont un peu en toi, mais que des fois, tu as du mal à dire des mots dessus. Là, le fait de te forcer un peu à y aller, et en plus de le faire devant une caméra, ça te fait te rendre compte de choses pour toi-même au final. Et ça va m'aider, même si au final, j'ai dit des trucs que sur le papier, je sais déjà, vu que je l'ai dit, bah, ça me permet d'encore mieux les conscientiser, et ça va m'aider à avancer vers un chemin positif pour moi, encore plus.
Voilà. Ça me donne le sourire. Tu peux pas savoir comment ça me donne le sourire. Ouais, Si, moi aussi. tu vois, si ce genre de moment peut aider voilà, les amis, les gens en général, Ouais. moi je suis comblé. Bah, moi aussi, mec. Et je trouve que c'est une super aventure, ton podcast itinéraire. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, c'est terminé pour cet épisode avec Benoît. Moi, ce que j'ai bien aimé dans cet épisode avec Benoît, c'est toute l'humilité qu'il a quand je lui pose la question « Qui es-tu ?» et qu'il répond « Je ne sais pas encore ». J'ai aussi adoré son rapport à l'écriture et derrière le rapport à l'écriture, tout l'imaginaire qu'il transporte au quotidien. Ce que je t'invite à faire, c'est d'aller marquer en commentaire ou en commentaire sur les réseaux sociaux ce que toi, l'échange t'a inspiré et le truc ou les deux trucs ou les trois trucs, peu importe, qui toi t'ont parlé et qui ont fait résonance en toi. Je vous souhaite une bonne journée et bonne écoute pour le prochain épisode.